En 98, les frères Cohen en sont à leur sixième film avec Fargo, qui a été écrit au même moment que The Big Lebowski, juste après Barton Fink, qui a été un grand succès. Fargo en sera un plus important encore. Il va notamment être nominé et avoir un certain nombre d'Oscars. Et ils ont donc une certaine latitude pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Et ils décident donc de mettre en chantier The Big Lebowski, qu'ils n'ont pas pu tourner tout de suite parce que les comédiens qu'ils voulaient, notamment John Goodman et Jeff Bridges, qui jouent donc Walter et le Dude, n'étaient pas disponibles. Donc après Fargo, ils mettent en chantier directement le film, qui a suivi un processus d'écriture qui correspond pas mal à ce qu'ils font d'habitude, à savoir une sorte de, de regroupement de plusieurs idées, qui piochent dans leur vie personnelle, dans des rencontres qu'ils ont faites et qui gardent au fur et à mesure et qui placent au gré des différentes histoires qu'ils peuvent écrire. Pour The Big Lebowski, le titre, le nom, provient d'un ami d'enfance qui était dans leur quartier et ils trouvaient ce nom absolument génial. Ils avaient décidé de le placer un jour et son grand frère s'appelait Jeffrey et ils trouvaient qu'il fallait absolument qu'il le place une fois. Et donc ils vont le placer dans un film où son nom sera répété un nombre incalculable de fois pour leur plus grand plaisir. Pour ce qui est du personnage, le dude, il est une combinaison de plusieurs personnes qu'ils ont rencontrées à Los Angeles, notamment lorsqu'ils ont travaillé au financement de leur premier film, en 84, Blood Simple, où ils ont réussi à le produire eux-mêmes et ils ont fait la pêche au financement pour sa distribution notamment. Et ils ont rencontré un certain nombre de personnages et de producteurs assez hauts en couleur, dont Peter Exlin, qui leur a parlé pendant toute une soirée de son tapis, son faux tapis persan, qui harmonisait réellement la pièce. Et ils trouvaient cette idée assez délicieuse. Et en 1986, il leur raconte qu'il s'est fait voler sa Mazda, une voiture, et que les flics l'appellent pour lui dire que la voiture a été retrouvée à la fourrière et qu'il trouve donc une copie d'un jeune garçon et qui retrouve son adresse et qui va aller le confronter à ce vol de voiture et que l'enfant en question n'avouera jamais rien. Donc toute cette histoire s'est réellement passée et il la trouve assez savoureuse et décide de la replacer. Un autre personnage va être aussi à l'origine de Lebowski, c'est Jeff Dowd, qui se fait surnommer le Dude justement, et qui est un producteur très excentrique qui boit beaucoup de White Russians, qui a été dans les Seven de Seattle, les Seattle Seven, qui a donc un passé un peu contestataire et qui a toujours un comportement assez fantasque qui plaît beaucoup aux frères Cohen et qui le feront d'ailleurs rencontrer Jeff Bridges qui va s'inspirer un peu de lui, mais aussi beaucoup de lui-même, le reconnaîtra l'acteur, pour composer son personnage. En ce qui concerne Walter, un autre personnage va être une source d'inspiration. Il s'agit de John Milius, qui est un scénariste, réalisateur. Il a notamment été co-scénariste sur Apocalypse Now. C'est à lui qu'on doit la fameuse phrase de l'odeur du napalm au matin, etc. Un personnage extrêmement contradictoire, très haut en couleur, qui est un grand amateur d'armes, mais qui se proclame aussi anarchiste zen et qui a tout le temps de grandes sorties à faire et qui a un physique assez proche de celui de Walter et qui va se reconnaître aussi dans ce personnage-là. Donc tous ces éléments-là sont des bases qui vont mettre dans une histoire, qui vont écrire comme ils le font à chaque fois, à deux, ils vont mettre un certain nombre d'éléments qui vont leur permettre de créer leur personnage. Hein. On est en 98, ils décident de situer l'action en 91 pour avoir cette histoire de Koweït qui leur permet de faire un petit peu râler Walter sur les interventions américaines à l'étranger et puis d'insuffler un petit contexte historique avec notamment l'apparition de Saddam dans le rêve par exemple qui les amuse beaucoup. Ils hésitent à un moment concernant le sport à adopter, ils ont envie de mettre en place un sport qui puisse réunir les trois amis et ils se rendent compte que le bowling c'est la solution idéale puisque c'est un sport durant lequel on n'a pas besoin d'avoir une bonne condition physique et durant lequel on peut parler, fumer, boire. Et c'est même des activités qui sont encouragées en marge du bowling. Et ils trouvent donc que ça va être l'ingrédient parfait pour leur cadre. Au départ, ils imaginent expliquer l'inaction du dude par le fait qu'il soit un héritier du concepteur du Rubik's Cube
Et puis finalement, ils abandonnent l'idée en se disant que c'est encore mieux de rien expliquer du tout et d'en faire une sorte de personnage qui se pose là sans avoir à fournir d'explications. Le film est aussi écrit pour des acteurs en particulier. Les Cohen, c'est vraiment une famille dans laquelle on a des fidèles, des collaborateurs qui reviennent très souvent. C'est le cas de Carter Burwell, qui est le compositeur de la bande originale. C'est le cas aussi de Roger Deakins, qui est leur directeur de la photo attitré, qui a fait la quasi-totalité des films avec eux. Et ils pensent à un certain nombre d'acteurs lorsqu'ils écrivent le film. Ils pensent à John Goodman, évidemment, qui joue donc Walter. Ils pensent à Buscemi, qui joue le personnage de Donnie et qui a joué dans 5 films consécutifs avec les frères Cohen. Et qui souvent finit assez mal. Buscemi faisait d'ailleurs un bilan sur les différentes manières dont il termine ses films avec les frères Cohen, et en regardant sa filmographie récente, il se rend compte que dans Miller's Crossing, il finit comme un cadavre. Dans Fargo, son cadavre est réduit à un seul pied coincé dans un broyeur, et dans ce film-là, il est carrément en poudre à la fin, ce qui explique peut-être la raison pour laquelle il ne tournera plus avec eux, en tout cas plus aucun long métrage. Il a fait une apparition dans un petit film à sketch dans lequel il joue pour eux un sketch à Paris dans le film Paris je t'aime, donc réalisé par les frères Cohen, mais sinon il est plus avec eux depuis un certain moment. Le John Turturro qui joue Jesus est aussi un fidèle des Cohen. Les Cohen lui expliquent son rôle. Ils l'ont vu jouer un homosexuel sur scène. Ils ont trouvé son personnage génial et ils veulent s'en inspirer. Et Turturro leur fournit un grand nombre d'idées. Sa gestuelle inspirée un petit peu de Mohamed Ali, sa technique absolument imparable pour astiquer les boules de bowling, etc. Et il est assez décontenancé quand il lit le scénario de voir que finalement il aura une présence extrêmement brève dans le film. Mais lorsque il arrive sur le plateau, il se rend compte que les frères Cohen ont concentré absolument toutes ses idées, ce qui font que ses apparitions seront assez mémorables et feront de lui un personnage iconique, quand bien même il apparaît très très peu finalement à l'écran. Pour Jeff Bridges, qui est un nouveau, ils ont un petit peu plus de mal à le convaincre au départ. Ils ne voient pas trop à quoi ressemble le film. Et ils lui disent qu'ils ont vraiment écrit ce rôle pour lui. Et lorsqu'il lit le scénario, il dit après coup qu'il a le sentiment que les frères Cohen se sont incrustés dans les fêtes du lycée de quand il était jeune et qu'il retrouve vraiment une ambiance qui lui parle beaucoup. Et donc il décide de faire le film. Et lorsqu'il témoigne de son expérience avec les frères Cohen, il explique qu'en gros, avant chaque scène, il leur demandait si le personnage s'était fumé un joint avant, ce à quoi il répondait invariablement oui. Et donc il se frottait un petit peu les yeux pour les avoir rougis, et puis il se lançait dans sa scène. C'était à peu près les uniques indications de jeu qu'on pouvait lui donner, et il va composer un personnage absolument parfait, qui est l'un des plus mémorables de sa carrière. Il retrouvera d'ailleurs les frères Cohen en 2008 pour le western True Grit, et c'est aussi un personnage bien trempé qu'il incarnera à ce moment-là. Le tournage donc se passe sans encombre, car quand les frères Cohen écrivent, ils sont, on en parlait la dernière projection avec Hitchcock, ils ont un peu un système qui est proche, c'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec un dessinateur, Todd Anderson, qui travaille avec eux depuis Arizona Junior, donc c'est vraiment un collaborateur qui travaille en étroite complicité avec eux. Donc ils savent exactement ce qu'ils veulent en matière de plan, et c'est pareil pour le montage. Ils ont un alias, mais en fait c'est eux qui font le montage, et donc il n'y a quasiment aucun déchet. Ils finissent d'ailleurs le tournage un jour en avance, et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Officiellement, on annonce Joel à la réalisation et Ethan à la production. En réalité, ils partagent absolument tout. Et d'ailleurs, depuis 2004, on dit maintenant que les films sont réalisés par Joel et Ethan Cohen. Et tous les gens qui travaillent avec eux voient vraiment une seule personne, l'un étant capable de finir les phrases de l'autre. Ils sont absolument raccords, ils savent exactement ce qu'ils veulent. On a vraiment une éminence dans deux corps différents, si vous voulez. Il y a donc un certain nombre de scènes qui sont un petit peu plus techniques, qui demandent un petit peu plus de mise en place que pour les films précédents. Et c'est notamment le cas du personnage joué par Julianne Moore, Maud, qui doit donc se retrouver suspendue à un harnais à 3h du matin, alors qu'en plus
elle est enceinte, donc elle est un petit peu inquiète de la manière dont ça va se dérouler. Ça se déroule sans encombre. Jeff Bridges doit aussi voilà, faire un certain nombre de reprises au moment où il balance les fouines dans la baignoire. Et ils doivent en balancer plusieurs parce que les règles de protection des animaux, il faut qu'on n'a pas le droit d'imposer des gestes répétés à des animaux. Donc il va faire connaissance avec un certain nombre. Et il explique qu'il n'a pas eu véritablement besoin de jouer la peur dans cette scène, que c'est venu assez naturellement. L'autre grand travail sur le tournage, ça va être la séquence de Göteborg, cette comédie musicale à l'intérieur, qui va évidemment générer des décors importants, des costumes, notamment ces fameux chapeaux en quilles, qui ont eu 6 ou 7 versions différentes pour être systématiquement allégés pour que les danseuses puissent les porter. Et même, ça restait extrêmement lourd. Entre chaque prise, elles s'allongeaient sur le sol pour ne plus avoir à porter le poids de leur coiffe. Et donc, il y a un immense travail qui est fait là-dessus. Et d'ailleurs, les danseuses font une blague à Jeff Bridges le jour où il doit passer sous leurs jambes. Jour où d'ailleurs Jeff Bridges a eu la bonne idée d'inviter sa femme et ses filles sur le plateau en oubliant qu'il allait tourner cette scène. Et elles se mettent toutes sous leur juste corps des perruques pour que lorsqu'il regarde sous leur jupe, il ait face à lui des touffes absolument impressionnantes. Évidemment, il n'est pas du tout prévenu. Et donc, il a un véritable fou rire au moment où il doit faire cette scène qui est extrêmement technique, où il doit évidemment passer pile. Et donc, on interrompt le tournage. Les demoiselles soulèvent leur jupe pour montrer à toute l'équipe la nature du fou rire de l'acteur. Et tout le monde éclate de rire, sauf les 2 réalisateurs qui expliquent... c'est $1 million par jour pour le studio, donc on retourne au boulot les filles, et donc ils y retournent. Donc très professionnel. On dit d'ailleurs que le seul désaccord qu'ils auraient eu sur le tournage aurait été de savoir la réaction faciale du dude au moment où il cogne les quilles. C'est le seul moment où il y en a un qui dit il devrait exprimer de la douleur, l'autre non, il devrait exprimer plutôt de la joie. Et ils disent tournons les deux. Et quand vous regardez qu'en fait ça a été coupé au montage, et donc finalement tout le monde est d'accord et ils n'ont pas privilégié une décision par rapport à l'autre. Le film va donc sortir en 98 et va recevoir un accueil assez mitigé. La presse ne sait pas trop quoi faire de ce film, le public non plus. En fait, le succès de Fargo va créer des attentes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on leur offre. Et tout le monde passe un peu à côté du film, l'accueil est tiède. Le film tient 6 semaines à l'affiche aux États-Unis, rentre à peine dans son budget. Et les comédiens qui étaient assez... motivés à l'idée de présenter ce film et qui s'attendaient à des réactions plutôt enthousiastes, notamment tout ce qui a trait à la comédie, sont assez déçus et le film se laisse gentiment oublier. Au bout de 2 ans, il y a des cinémas qui ont l'idée de le diffuser en projection de minuit sur Los Angeles. Et là, il commence à y avoir un petit phénomène qui se met en place. Les gens récitent les répliques par cœur dans la salle sur des projections qui ressemblent un peu au Rocky Horror Picture Show. Il y a quelque chose qui commence à se créer. Et en parallèle de ça, il y a des gars dans une convention de tatouage qui vendent des t-shirts et qui, par ennui, commencent à lancer des répliques du film et se rendent compte que le stand en face en a d'autres à leur proposer qui connaissent quasiment tous par cœur le film. Et ils décident de créer un petit festival, une convention sur le Big Lebowski, et il y a 150 personnes qui arrivent la première fois alors qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus. Et ça va devenir le Lebowski Fest, qui est un festival qui chaque année réunit des milliers d'Américains et qui est devenu une véritable institution. Et donc pour les anniversaires de la sortie du film, les gens se déguisent, on est dans vraiment un grand show où chacun y va de sa citation, on regarde le film, on boit les mêmes boissons, etc. etc. Ils ont même réussi à retrouver une année le Larry en question, de la vraie histoire, le gamin qui avait laissé sa copie dans la voiture et qui explique qu'il avait vu le film mais qu'il n'avait pas fait le rapprochement avec sa propre histoire et qui, contrairement à ce que disait Walter, n'était jamais sur le point de craquer. Voilà. Donc c'est devenu un véritable phénomène. Le fin mot de l'histoire, c'est que le film a même encore une actualité, puisque actuellement, John Turturro, qui joue Jesus, fait un film sur ce personnage-là, qui s'appellera Jesus Rolls, qui sort normalement en 2020.
et qui reprend donc le personnage. On voit qu'il a, même 20 ans après, il est encore frustré de ne pas avoir pu voilà, donner sa pleine mesure à cette figure-là, et qu'il annonce comme un remake des Valseuses de Bertrand Blier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un projet assez atypique et prometteur. Alors, pour essayer de circonscrire un petit peu tout ce qui fait la particularité de ce film, la première chose le premier angle qu'on peut un petit peu analyser, c'est le lieu dans lequel il se passe. Dans le cinéma des frères Cohen, on a vraiment à chaque fois un lieu emblématique, une facette de l'Amérique. Vous avez le New York dans Le Grand Saut, vous avez le Mississippi dans O Brother, vous avez le Minnesota dans Fargo par exemple, Los Angeles déjà présent dans Barton Fink, et à chaque fois on va insister sur un élément particulier. Pour The Big Lebowski, ils voulaient faire un film californien, c'était leur idée, et un film sur Los Angeles plus particulièrement. L'idée, c'est de faire un film dans la veine du cinéma de Chandler, Raymond Chandler, l'auteur, qui soit un flux narratif qui permette d'aller dans la ville et dans ses différentes strates, sur ces différentes couches sociales, dans ces différents endroits, et de montrer justement une ville composite dans laquelle cohabitent un très grand nombre de communautés totalement différentes. Et eux, évidemment, ce qui les intéresse, c'est des îlots un petit peu atypiques d'étrangeté qui vont nous permettre de naviguer des nihilistes allemands aux hippies, en passant par les joueurs de bowling et les riches milliardaires. Donc ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup et qui va justement créer un film extrêmement composite, très hétéroclite. Et on va retrouver donc des communautés, des classes sociales différentes, mais aussi voilà, des éléments un petit peu de l'ordre criminel, mais aussi une coexistence de différentes époques. À travers l'influence du film noir, on a les années 30 et 40 qui sont là. Au niveau des décors, on est aussi plutôt sur les années 50-60, avec cette esthétique qu'on voit d'ailleurs dans le générique, mais aussi tout le décor de bowling. Il y a vraiment aussi une certaine histoire des États-Unis qui se joue là d'un point de vue esthétique. Et puis, on a des personnages qui sont assez passéistes, qui sont restés bloqués sur les années 70, qu'on retrouve dans les performances artistiques de Maud Lebowski qui appartiennent à un groupe qui est le groupe Fluxus des années 70. Vous avez le Vietnam évidemment pour Walter et vous avez bien entendu aussi la contestation et les fameux Seattle 7 dont a fait partie le Dude. Donc on a cette coexistence continue, le tout dans les années 90 avec la crise au Koweït. Donc on a vraiment ce mélange permanent. L'autre grand mélange, évidemment, c'est celui des références notamment cinématographiques. Les frères Cohen sont des cinéastes cinéphiles, ils ont souvent été qualifiés de postmodernes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment où beaucoup de choses ont été dites et ils vont eux-mêmes justement procéder par référence et surtout par détournement. Alors la première influence majeure, c'est évidemment celle du film noir. Très clairement, le titre The Big Lebowski renvoie à The Big Sleep, le grand sommeil, le roman de Raymond Chandler qui a été adapté par Howard Hawks en 1946 avec la figure du détective de Philip Marlowe, joué par Bogart, et on retrouve vraiment les mêmes motifs, c'est-à-dire le détective qui va aller chez un riche milliardaire, infirme dans un fauteuil roulant, et dont la fille est complètement délurée en accointance avec l'industrie du porno. Tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve vraiment exactement de la même manière. Mais les références vont plus loin, puisqu'il y a aussi une référence à un film qui lui-même fait référence au film de Hawks, c'est Le Privé d'Altman, qui sort en 1973, dans lequel on a une relecture du personnage de Philip Marlowe à travers le comédien Elliot Gould, qui là, pour le coup, est quelqu'un d'à peu près aussi loser que le Dude, qui est totalement inopérant, qui a une espèce de nonchalance et qui n'a plus du tout la classe de Bogart. Et d'ailleurs, au tout début du film, son premier acte dans le film d'Altman, c'est de se rendre compte que son chat n'a plus à manger et d'aller dans un supermarché ouvert de nuit pour lui acheter de la nourriture pour chat. Ce qui est une référence claire proposée dans The Big Lebowski quand on le voit dès le départ dans ce supermarché en train d'acheter du lait. Il y a clairement un clin d'œil au film d'Altman. On a évidemment aussi d'autres références, la comédie musicale, les comédies musicales de Busby Berkeley, on les voit très clairement avec toutes les séquences de rêve, et aussi un aspect du western à travers ce personnage, du narrateur qui ouvre le film, qui intervient à un moment, puis qui le ferme, la vraie figure du cow-boy, et un film qui commence d'ailleurs comme un western, avec cette figure de l'Ouest, cette voix, etc.,
qui était extrêmement importante pour les frères Cohen. Donc toutes ces influences-là, ça crée évidemment des références permanentes qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la musique, hein, puisqu'on a des musiques très différentes qui cohabitent et des musiques qui sont aussi elles-mêmes des parodies, des pastiches. Si vous regardez, vous avez une parodie de Kraftwerk hein, avec Autobahn et puis cette musique allemande électronique expérimentale des années 70 et des reprises totalement improbables, donc les Eagles que déteste le doute qui sont repris par les Gypsy Kings au moment de l'apparition de Jesus. Donc on joue toujours justement de ces décalages-là. Et donc au milieu de cette espèce de carnaval, vous avez trois amis, hein, et c'est vrai que c'est l'un des aspects du film, c'est ce qu'on appelle le buddy movie, un film de potes qui sont ensemble, qui cohabitent et qui sont dans cette salle de bowling, avec un jeu que les Cohen ont déjà souvent utilisé, qui est celui de mettre ensemble deux éléments plutôt opposés. On a un peu du mal à comprendre quand même d'où provient l'amitié entre Walter et le Dude, dans la mesure où ils sont radicalement différents. Et c'est quelque chose que les frères Cohen ont souvent expérimenté. Hein, si vous regardez le duo des deux tueurs dans Fargo, par exemple, l'un est mutique, l'autre est prolixe. Si vous regardez le duo de John Turturro et Walter John Goodman dans Barton Fink, vous avez le freluquet et puis le gros. Donc on joue souvent sur ces éléments-là. Et Walter est celui qui va dévorer complètement, hein, à la fois visuellement et verbalement. Il prend toute la place et puis il emmène systématiquement le dude vers des développements totalement catastrophiques de l'histoire. Autre élément, un peu mineur mais assez intéressant, c'est le personnage de Donnie, qui est toujours relégué à l'arrière-plan, à qui on passe son temps à qui on dit en permanence de se taire, ce qui est une référence aussi, là aussi, hein, c'est un clin d'œil à la filmographie des Cohen eux-mêmes, puisque justement Steve Buscemi jouait dans Fargo le rôle du tueur qui parlait en continu, en permanence. Et donc ça les amuse de faire pour le film suivant un rôle où on passera son temps à lui dire de se taire. Et ce personnage relégué, hein, avec cette mort un petit peu inattendue qui vient créer une forme de drame dans laquelle la comédie persiste toujours, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant que certains ont un peu suranalysé en expliquant que c'était lui aussi qu'on pouvait mettre en rapport, si vous voulez, avec l'élément perturbateur. Le personnage parle tout le temps de ce tapis qui harmonisait la pièce, hein, ties the room together, de la même façon que ce personnage invisible cimentait un petit peu aussi le trio, si vous voulez. Et donc, au moment de sa disparition, on se rend compte à quel point il avait quand même de l'importance dans un rare moment de silence entre les deux lorsqu'ils s'étreignent après cette dispersion calamiteuse des cendres. Et ce que font les amis la plupart du temps, c'est qu'ils parlent. Et la parole, c'est vraiment l'un des sujets favoris des frères Cohen. La manière dont on parle, le vocabulaire, l'intonation, les accents aussi, hein, ce sont des choses qu'ils abordent de manière extrêmement précise dans leur film. Si vous regardez le film, le film est écrit au mot près. C'est-à-dire qu'on a vraiment souvent le sentiment qu'il y a une forme d'improvisation, que les personnages sont en roue libre et qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. En réalité, absolument pas. Tous les mots sont écrits. Julianne Moore explique à un moment qu'ils lui ont demandé de refaire une scène en enlevant juste 2 mots pour que le rythme soit plus pertinent et efficace selon eux. Donc ils ont vraiment une idée très particulière de ce qu'ils veulent. Et le langage, en fait, très souvent, est le sujet même du langage. Si vous écoutez le film au niveau des répétitions notamment, il y a une obsession pour les mots, pour des phrases qui se répètent d'une scène à l'autre en permanence. Hein, Where is the money, Lebowski par exemple, mais Am I wrong aussi, ou la phrase de George Bush qu'on entend au début, hein, cette agression ne pourrait pas être tolérée. Ensuite, lui, la réutilise devant le Big Lebowski. Donc on joue toujours de cette manière qu'on entend une phrase, puis on la replace dans un contexte complètement différent, et on les voit vraiment jouer avec ça. De la même façon, hein, Walter pinaille en permanence sur l'utilisation des mots. Par exemple, sur le Chinaman, et le fait d'ailleurs qu'en plus, vous remarquez, hein, il dit qu'on on dit pas comme ça, et ensuite, The Big Lebowski lui-même parlera d'un Chinaman. Donc, nous, on est devenus complices de cette attention portée au langage, et c'est ce qui fait que le film, justement, est un vrai plaisir aussi à revoir.
Joel Cohen a expliqué, il assume totalement, il dit que l'histoire, elle n'est pas du tout intéressante dans son film. Que c'est une histoire avec des multiples rebondissements, mais que finalement, à la fin, elle n'est pas conclue de manière très pertinente. Hein. Il y a des choses qui restent un peu en suspens. Et lui, il explique que ce qui compte, c'est pas du tout cet aspect-là. Ce qui les intéresse, c'est plus justement ces interactions. Et cette fascination pour le vocabulaire. Le mot fuck apparaît 285 fois dans ce film, il faut le savoir, soit 2,4 fois par minute. Une fois encore, je m'excuse, je n'ai pas vérifié, je fais confiance à mes sources. Mais c'est très intéressant, de la même façon que le mot dude et le mot man apparaissent plus de 150 fois aussi. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir l'embarras qu'on a à traduire toutes ces tournures-là. Lire les sous-titres, c'est très intéressant parce qu'on voit que on essaye de trouver des éléments qui permettent de donner du sens. Et d'ailleurs, dans la première version française qu'on avait, le dude était traduit par le duc, ce qui n'avait pas grand sens. Et là, maintenant, dans les sous-titres, on a le dude, c'est resté puisque c'est devenu aussi assez iconique avec le temps. Et donc, ce plaisir de la langue, on le retrouve aussi dans ce fameux personnage du narrateur, celui qui parle au début. Dans le scénario, les frères Cohen disent, voilà, au début, on a un narrateur qui parle en voix off. La voix off, c'est typique du film noir, mais ils ne voulaient pas que la voix off soit assurée par un type qui est en permanence stone. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc, ils ne voulaient pas l'attribuer au dude, alors que généralement, c'est le personnage principal, comme dans les films noirs qui explique l'histoire. Et ils écrivent dans le scénario un type qui parle comme Sam Elliott. Ils veulent cette voix. Et c'est assez intéressant parce que ça montre justement le rapport qu'ils ont à la parole. L'intonation, l'accent, la voix très grave, c'est celle qu'ils veulent. Et ils arrivent à avoir Sam Elliott. Donc Sam Elliott va faire ce personnage. Et il leur explique sur le tournage, il leur dit, les gars, je suis super content d'être là, ça me fait vraiment plaisir, mais par contre, je ne comprends vraiment pas quel est mon personnage, qu'est-ce que je joue, Et eux leur disent, lis ton texte, c'est bon. Et il expliquera que voilà, pour lui, c'est un vrai mystère. Et effectivement, ce personnage-là, il est aussi là pour cette intonation qui va donner un vrai grain, si vous voulez, au film. Et ça, c'est quelque chose que les Cohen ont vraiment à cœur et qu'on retrouvera dans un très grand nombre de films. Donc au milieu de tous ces éléments, de tous ces échanges, vous avez ce personnage qui est un personnage passif, qui est un personnage qui est inopérant, si vous voulez. Et comment l'histoire fonctionne? Eh bien, ce sont des gens qui arrivent chez lui et qui régulièrement vont intervenir à l'intérieur de son confort, son appartement miteux dans lequel il y avait un beau tapis, et qui vont le forcer à aller à l'extérieur. Et chaque fois qu'il va à l'extérieur, on va se retrouver dans des situations où il est dans des espaces qui ne lui correspondent absolument pas. Donc vous avez l'atelier de mode, vous avez le bureau du milliardaire, vous avez le bureau de la police de Malibu, pareil. Et à chaque fois, la manière dont il est souvent filmé en focale courte, c'est-à-dire qu'on le met au même niveau de mise au point que tout le décor. C'est-à-dire qu'il ne se singularise jamais parce qu'il n'arrive pas à intégrer un décor dans lequel on va lui faire comprendre qu'il n'a pas sa place. Et c'est un élément sur lequel on joue beaucoup. C'est un personnage qui est déclassé, qui n'a pas à être là. C'est le discours que lui fait le Big Lebowski. Vous avez perdu, vous n'existez pas, votre combat est fini, etc. Et c'est un personnage qui essaye en permanence de simplement retourner chez lui, mais il n'y arrive pas. Parce qu'aussi, il n'a pas beaucoup de talent. Il faut voir, par exemple, la manière dont il se barricade. Ça en dit long sur, évidemment, les stratagèmes qu'il peut mettre en place. Et c'est quelqu'un qui suit en permanence, qui suit notamment le personnage de Walter, qui, à chaque fois, a des idées totalement mauvaises pour, évidemment, régler une situation, en tirer profit. Et ça va, bien entendu, générer à chaque fois des complications. Et c'est là que ça devient représentatif de la vision du monde qu'ont les Cohen. Parce que cette question du langage, elle n'appartient pas seulement à la manière dont les personnages se parlent entre eux, elle dit aussi la façon dont ils communiquent. Et si on regarde bien le film, dans le langage, la plupart du temps, ce que font les personnages, c'est qu'ils montrent aux autres la manière dont ils parlent et ils ne vont absolument pas écouter les autres. Chacun a sa façon de parler et la plupart du temps, les interlocuteurs
du fameux Dude ont un langage extrêmement précieux. Si vous regardez la manière dont Maud parle de son art, dont elle parle de la sexualité de façon très précieuse, avec notamment le mot Johnson qu'il prendra beaucoup de plaisir à réutiliser par la suite. Elle lui apprend un peu à parler aussi d'une certaine façon. Vous avez aussi Brandt, le domestique, vous avez The Big Lebowski, évidemment. Tous ont un langage qui est un marqueur social qui explique au Dude que lui ne sait pas parler. Walter, c'est évidemment celui aussi qui, par ses répétitions constantes, met en place un système dans lequel il ne communique absolument pas. Il passe son temps à valider ce qu'il dit avec des obsessions permanentes. Et le Am I wrong est très intéressant puisque à chaque fois, il cherche l'assentiment des autres alors qu'il y en a un qui dit de fermer sa gueule en continu et l'autre qui lui demande simplement de take it easy, c'est-à-dire sois cool. Et la scène la plus représentative de cette vision de la communication, c'est évidemment la scène où il va dézinguer la voiture, supposément, de Larry, où il répète en boucle toujours la même phrase à quelqu'un à qui en réalité elle n'est pas destinée. Et cette vision du langage montre évidemment un monde où finalement tout est faux et tout est mensonger. Parce que si on regarde toute l'intrigue, on a des faux orteils, on a des fausses mallettes, on a des leurres qui sont des leurres de leurres, on a des personnages qui prétendent être riches alors qu'ils ne le sont pas, on a un juif polonais converti au judaïsme, on a vraiment une série d'éléments comme ça qui montrent des faux semblants, des casquettes, des déguisements sur des personnages qui finalement ont un point commun, c'est qu'ils sont à peu près tous complètement fous. Et ça, c'est vraiment un regard qu'on a très souvent dans le cinéma des frères Cohen. Et donc au milieu de tout ça, on a le Dude, et le Dude qui d'ailleurs, suite au Lebowski Fest, a donné lieu à une religion qui s'appelle le Dudisme, et on peut être ordonné prêtre sur simple demande en allant sur le site, donc il y a plus de 200 000 prêtres du Dudisme dans le monde actuellement, et donc cette philosophie-là, c'est celle a priori de l'inaction, et c'est celle d'un personnage qui, au milieu de tous ceux qui passent leur temps à parler, ne parle pas. Si vous regardez, il bégaye, il finit jamais ses phrases, et il emploie des mots pour essayer de masquer le fait qu'il ne sait pas de quoi il parle, en parlant souvent de tenants et d'aboutissants, et de complications, et voilà. Et c'est quelqu'un qui, justement, n'arrive pas à réellement en placer une, et, à vrai dire, n'a pas exactement envie d'en placer une. Ceci étant dit, c'est pas non plus un loser total. C'est quelqu'un qui a de la répartie. Il y a quand même des belles phrases lorsqu'il explique à l'autre, visiblement vous n'êtes pas un golfeur, quand il présente la boule de bowling par exemple. Il comprend un petit peu certaines choses. Il est capable quand même de dire à Walter que c'est un imbécile, et il fait preuve d'un véritable engagement dans son ascétisme. C'est quelqu'un qui à la fois vit dans le passé mais vit au jour le jour, qui n'est pas particulièrement avide, c'est pas son idée de voler la rançon par exemple, et il se retrouve dans des situations où il prend les choses telles qu'elles viennent, et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'espèce de non-fin où il va simplement continuer en fait. Et c'est là que le rôle du narrateur a quelque chose d'intéressant. C'est que le narrateur est celui qui essaye à la fin de mettre un peu des mots sur la spécificité de ce type, qu'il présente au début, Sometimes there is a man, puis il répète, il ne sait plus finir sa phrase, et en fait c'est simplement ça. Il y a un type, et ce type c'est le Dude, il est là, il y a une histoire qui le traverse, et à la fin on se retrouve avec cette dernière expression, qui là aussi est assez difficile à traduire, abides, the Dude abides. Ça veut dire qu'il continue, qu'il tient bon, qu'il perdure d'une certaine façon. Et surtout qu'en fait, il poursuit la façon dont il a non agi jusqu'à maintenant. Et la philosophie de ce personnage, elle est là. C'est quelqu'un qui, justement, fait que l'histoire continue quand il n'y a plus d'histoire, et il continuera à boire, il continuera à fumer, il continuera à ne rien faire. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne l'a pas vu une seule fois jouer au bowling dans le film. Il est juste assis. La seule fois où il tire, c'est dans ce rêve complètement délirant, qui est une espèce de condensé de tous les délires du film. Et en fait, face à cette folie permanente, à ces personnages hystériques qui sont extrêmement typés dans des identités très marquées, le Dude, c'est celui qui reste lui-même et qui propose une non-réponse, un bégaiement, une sorte de silence face à la vanité du monde. Et c'est une philosophie
assez jovial et qui correspond à bien des personnages assez discrets, mais qu'on retrouve d'une façon quasi constante dans le cinéma des frères Cohen. Merci de votre attention. Bonne soirée.